On peut se demander d'abord, à voir les disparus de Gatti de Gamon, pourquoi ce livre? Pourquoi un tel livre? Pourquoi y avoir passé 10 ans de ma vie? Je répondrai que tout est arrivé par hasard et que je n'avais pas prévu de faire un livre. Depuis 2009, j'habite ce qui était le rez-de-chaussée du pensionnat Gatti de Gamon, raflé en juin 1943, et j'ai découvert peu à peu que cette rafle n'avait pas été un élément secondaire de la guerre menée contre l'Europe et contre le peuple juif. Il en fut une sorte de quintessence. Certes en modèle réduit, si l'on peut dire, mais il exprimait la volonté génocidaire du Troisième Reich, Wehrmacht et Gestapo confondus. Car j'ai constaté très vite, en entamant des recherches sommaires sur la directrice Odile Henry-Ranvart, qu'on ne savait rien de très précis sur cette rafle. Or il s'avère, et je l'ai découvert peu à peu, que c'est plus d'une vingtaine de personnes qui furent arrêtées là puis déportées. J'ai découvert aussi que les familles des enfants cachés ici avaient souvent aussi été raflées, déportées, assassinées à Auschwitz. J'ai compris que si l'on voulait analyser cette rafle, il ne fallait pas se borner au 12 juin 1943, il fallait en analyser tous les tenants, les aboutissants. Alors qu'en reste-t-il? L'immeuble a été transformé en 1950 car des bombardements ont endommagé sa façade en 1944. Et si l'on cherche des traces de l'ancien pensionnat Gatti de Gamon, il faut regarder des photos d'avant-guerre, observer les murs de la cour ou des éléments de la façade sur jardin qui prouvent l'ancienne vocation scolaire du bâtiment. On peut remarquer aussi le parquet d'origine, descendre dans les caves qui n'ont pratiquement pas changé depuis un siècle, mais ce n'est que dans ce grenier au-dessus de nous que l'on trouve des résidus de l'ancien papier peint de jadis qui couvrait les pièces du rez-de-chaussée, alors beaucoup plus hautes, et c'est peut-être la seule véritable trace du passé qui subsiste de l'ancien pensionnat, ce pourquoi on l'a mis en couverture du livre. Si j'ai commencé à m'interroger sur ce lieu il y a plus de 10 ans, en voulant déchiffrer une inscription gravée sur la cheminée du salon, je sais donc aujourd'hui qu'à part quelques objets abandonnés dans la cave ou le grenier, on ne trouve pratiquement aucune trace des tristes événements de 1943 dans ce lieu. C'était une école depuis 1910. Je l'ai découvert 100 ans plus tard, en 2010, alors que je venais à peine d'arriver à Bruxelles. La rafle de juin 1943 n'était pas une rafle comme une autre. C'était une rafle menée contre une école, un lieu où s'étaient réfugiés des enfants depuis la fin de l'été 1942. Ils avaient tous des faux noms. Il a fallu tout retrouver, identifier les lieux, les victimes, reconstituer les parcelles de leur vie et tenter de transformer peut-être une histoire de destruction en histoire de restitution. Plutôt que de chercher à échapper au passé, à m'en éloigner, j'ai tout fait pour rester en contact avec lui, l'explorer, le regarder, l'habiter avec ses ombres et ses mystères. J'ai senti que c'était mon devoir d'affronter ce passé, car j'ai très vite constaté qu'on avait très peu d'éléments pour le circonscrire, l'expliciter, qu'on ne lui rendait pas assez son caractère exceptionnel. Les livres qui s'accumulent autour de moi me permettent de ne pas couper le lien avec ce passé, de rester en quelque sorte immergé dans cet univers, de mieux le comprendre évidemment. Il m'a fallu beaucoup lire, beaucoup apprendre. Ces livres sont presque tous liés à la culture juive ou yiddish, à la Shoah et pas seulement qu'en Belgique, à part certains livres de littérature, si tant est qu'il faille les distinguer des autres, et des romans policiers qui d'une manière ou d'une autre m'aident aussi à écrire, car je puise aussi mon inspiration dans ces romans d'investigation. Le livre est une enquête, on part d'un lieu, d'une trace infime, et on va chercher à reconstituer tout un monde. Mais on le fait petit à petit, sans savoir où l'on va. On tente de reconstituer pièce à pièce tout ce qui a été anéanti, tout ce qui a disparu. Les lieux comme les gens, leur histoire, leurs origines, leur identité. À partir des lieux, des témoignages, des rares rescapés que je retrouve chemin faisant et que je vais interroger les uns après les autres, à partir des archives que je sollicite, de mon échange avec les archivistes, avec les historiens, des lieux de Bruxelles où ont vécu les enfants avant de venir se réfugier au pensionnat, je tente de reconstituer un parcours, de lui redonner une réalité. Je voyage aussi en Europe. Je remonte la trace des éternels étrangers, car ce n'est pas qu'une histoire bruxelloise ou belge, je le répète, c'est notre histoire. Une histoire européenne, universelle. J'ai dû tout rechercher dans les cartes, les atlas, retrouver les origines, tous ces noms que l'histoire a changés, ces pays qui, au fil des guerres, des traités, ont changé de nom, de frontières. Il fallait reconstituer les itinéraires, sinon on perdait le sens de l'histoire.
et c'est grâce à un autre enfant qui s'enfuira, lui, de la caserne d'Ossun et échappera à la déportation que l'on va identifier un à un les fantômes, ses camarades ou ses adultes cachés ici et tenter de reconstituer leur histoire. Même si elle est tragique, j'ai voulu faire une histoire de vie. On parle d'enfants et les traces qu'ont laissées les enfants ici sont des traces de vie, de tendresse, d'amour aussi. Je tenais à en faire part, car c'était leur façon de résister et comme ils le disent eux-mêmes, s'ils se sentaient toujours en alerte, ils s'amusaient, ils vivaient. On m'a demandé quels sont les points forts du livre. Le lien est évident avec l'actualité, l'histoire des migrants, des réfugiés, des éternels étrangers, de la reconnaissance de statut des victimes, de prisonniers politiques. Mais il y a aussi la persistance de l'antisémitisme, du racisme. J'ai aussi été marqué par les attentats qui se sont multipliés à Paris et à Bruxelles pendant la rédaction du livre. Ayant travaillé de nombreuses années dans ce qu'on appelle en France les quartiers, je suis sensible à l'éducation, à la pédagogie, au débat, aux droits de l'enfant, à l'action sur le terrain, à l'idée qu'il faut éduquer, accompagner, échanger, d'égal à égal avec les enfants, ne jamais renoncer à expliquer et ne pas se contenter d'enseigner, de juger. Ce travail de 20 ans sur le terrain m'a aidé aussi dans cette recherche sur la guerre aux enfants. Ma conscience du racisme, mon besoin de résister moi-même, ma révolte devant l'inégalité m'a porté. L'engagement est le maître mot du livre, des femmes dans la résistance, dans le CDJ, c'est-à-dire le comité de défense des Juifs, de la résistance tout court contre le fascisme, le totalitarisme, du droit à l'éducation des jeunes filles que portait Isabelle Gatti de Gamon à la fin du XIXe siècle, puis Odile Orion-Wart, qui a donné son nom au pensionnat laïque pour affirmer sa philosophie. L'éducation, la mixité, la laïcité, la liberté sont des valeurs défendues dans le livre.